Alors, moi j'ai envie de citer Luton Town, qui a gagné son premier match en Première Ligue contre Everton. C'est pas forcément un adversaire facile, même si on sait qu'Everton c'est plus compliqué depuis quelques années, mais faut le faire quand même de gagner un match en Première Ligue dans cette Première Ligue-là quand on s'appelle Luton Town et que notre stade il est derrière des maisons. Enfin, c'est assez improbable et je trouve ça beau, ça procure aussi de la magie dans cette ligue qui est beaucoup associée au business. Mhm. Et ça crée une belle histoire. Et d'ailleurs, ils sont plus relégables, je crois, si je ne me trompe pas. Donc peut-être que ça peut lancer une petite série rien qu'avec ce succès. C'est clair. D'ailleurs, c'est pas, enfin, c'est pas leur premier point, puisqu'ils avaient déjà fait un match nul Moins contre 4 points. Wolverhampton. Exactement, donc non, ils ne sont plus relégables, ils ont 4 points. Ils sont 17e. Greg, à toi, quel est ton top de la semaine? Mon top de la semaine, ça va être, on va dire, ouais, on va en parler, donc de ça, mais la victoire de All Black qui a vraiment été impressionnante. Après, je vais pas en dire plus Mhm. parce que pour en parler, c'est dans les thèmes. Mais je pensais qu'il allait avoir une victoire, hein, tranquille, mais de là à passer pratiquement 100 points à l'Italie, Ok, bravo, c'est clair, bravo à eux. on en reparlera, on en reviendra un peu plus, entre guillemets, en détail. David, est-ce que tu veux nous citer ton top de la semaine? Alors, désolé, j'en ai choisi trois petits. Je suis désolé, C'est je pas grave. respecte pas le jeu. Donc, mais très différent et très court. Premier, c'est la victoire écrasante de l'Europe en Ryder Cup. Donc ça, c'est un petit résultat que je voulais signaler. On parle pas souvent de golf dans cette émission. Le deuxième, on va y revenir tout à l'heure, donc je vais vraiment juste en dire une seconde, un mot, c'est la conférence de presse de présentation de Gattuso, que j'ai bien aimé. J'y reviendrai tout à l'heure. Et troisième top, c'est Cédric Doumbé, parce que je trouve que c'est une espèce de, comment dirais-je, de fantasme, hein, de pouvoir chambrer à ce point-là et puis assumer derrière et gagner haut la main. Alors bien sûr, l'adversaire était peut-être pas à la hauteur, mais c'est quand même un régal d'avoir un entertainer comme ça en France. En MMA, il y avait des entertainers très connus partout dans le monde, du style Conor McGregor, et là, non, on se découvre qu'on en a un en France, donc c'est une bonne nouvelle pour la popularité des sports de combat en France, je trouve. C'est clair, du coup, il a battu Jordan au PFL, c'était dimanche, enfin, dans la nuit de samedi à dimanche, enfin, dans la Samedi. soirée de samedi à dimanche. Combat Euh, combat très, très, très acharné, hein, qui a duré quand même 7 belles secondes. c'est ça. Est-ce que je peux me permettre de rajouter un top? Je savais pas qu'on pouvait se faufiler entre les règles comme ça et en citer plusieurs. Donc, Ouais, c'est des règles, ça pourrait Ouais, s'étonner, ouais, hein. bon. C'est un Il peu, va nous c'est un peu sortir le pareil. LOSC, celui-là. Non, non, mais pour poursuivre un peu le côté émotion du foot, mardi, il y a eu Lille-Reims, un match horrible pour les Lillois, mais moi je parle pas du résultat. Avant le match, au coup d'envoi, en fait, c'est une petite fille atteinte du cancer qui a donné le coup d'envoi. Et il y a vraiment eu des images sublimes où la petite fille a sauté dans les bras des joueurs. Et vraiment, c'est l'image que tout le stade a retenue, parce que bon, il n'y avait rien d'autre à retenir, mais c'était vraiment une image émouvante. Je crois qu'il y a des gens qui ont pleuré en tribune parce qu'il y a eu. Je crois que c'est la première fois qu'un coup d'envoi fictif dure aussi longtemps. Parce que même l'arbitre ne voulait pas arrêter la chose parce que c'était juste beau. Donc je pense Ouais. que c'est important aussi quand il y a des belles choses comme ça qui sont faites dans les stades et il faut en parler. C'est très vrai, Absolument. très bien fait de le citer. Si c'est pour, voilà, si on brise les règles comme ça, moi, ceci me convient. Mon top, pareil, David a raison. On parle pas souvent d'autres sports entre guillemets que le foot. Et moi, j'avais envie de parler NBA. Donc, la NBA reprend le 24 octobre, si je me trompe pas. Cette semaine, il y a eu l'immense, enfin, c'était oui, c'est ça, l'immense trade de Damian Lillard qui a du coup en effet domino. Euh, Une dinguerie. c'est ça, du coup, et voilà, en effet domino, donc a fait Jrue Holiday rejoindre les Celtics, etc. Enfin bref, un immense trade. Et je voulais surtout en fait mentionner le fait que Joe Cronin a été extraordinaire. Le GM des Blazers a fait un travail monstrueux. Donc contre, juste pour voilà, revenir rapidement aux joueurs, donc les Bucks récupèrent donc Damian Lillard. Donc c'est un trade à trois équipes. Les Blazers récupèrent donc Jrue Holiday, qui a été retransféré depuis, mais on va y revenir. DeAndre Ayton, donc pour renforcer la raquette. Toumani Camara. Un premier tour de draft 2029 non protégé et un pick swap premier tour, donc 2028 et 2030.
Et les Suns, donc de leur côté, récupèrent Yusuf Nurkic, donc contre notamment DeAndre Ayton, Grayson Allen, donc qui vient lui des Bucks, Nasir Little et Kim Johnson. Comment? Grosse perte quand même de perdre DeAndre Ayton aux Suns, je trouve. Bien sûr, alors il y avait beaucoup de rumeurs qu'il envoyait, on va dire entre guillemets dehors, parce que enfin il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il s'entend pas très bien avec Booker, etc. C'est voilà, problèmes comportementaux. Il aime bien jouer la nuit, etc. aux jeux vidéo, donc il n'est pas super sérieux apparemment. Donc voilà, donc il voulait s'en débarrasser. Il s'en débarrasse un peu contre récupérer Yusuf Nurkic. Bon, je suis pas sûr. Enfin voilà, bref, je pense que les Suns sont clairement perdants dans le trade et entrer dans un trade à 3 pour ça, je trouve ça un peu étrange. C'est clair. Mais voilà. Et les Blazers, du coup, de leur côté, donc récupèrent donc, pour renforcer leur. Enfin, quand tu passes donc de Yusuf Nurkic à DeAndre Ayton, c'est pas mal. Et en plus de DeAndre Ayton, donc ils vont récupérer un petit Robert Williams, donc des Celtics, puisque Jrue Holiday est transféré contre Malcolm Brogdon et Robert Williams. Et puis deux tours de draft. Donc voilà, la reconstruction est en marche aux Blazers, la belle reconstruction. Du coup, la question c'est maintenant que Damian Lillard a rejoint Giannis aux Bucks, est-ce que c'est la peine de jouer la saison ou est-ce qu'on peut donner le titre tout de suite aux Bucks? Ça c'est c'est la question que beaucoup se sont posées et c'est vrai. Là c'est vrai que on va dire le fit offensif est juste monstrueux en fait, mais complètement monstrueux. Voilà, on a hâte que la saison reprenne. Donc comme je le disais, le 24 octobre prochain, donc c'est le début de la saison régulière en NBA. Et je voulais, enfin voilà, tout à l'heure, donc on a cité donc Luton Town. Il faisait partie de mes tops aussi, surtout donc parce que en fait avec ce top, donc je vais en revenir du coup à mon flop. En fait, je vais faire les deux, mais parce que du coup en battant donc Everton 2-1, c'est devenu c'est donc l'OL en fait il restait deux équipes donc qui n'avaient jamais mené depuis le début de saison et il n'y a plus que l'OL donc qui n'a toujours pas mené depuis le début de saison, qui n'a toujours pas mené au score depuis le début de saison. Et donc voilà, je voulais faire cette passerelle là parce que voilà, donc Luton l'a fait, il manque plus que l'OL. Tu voulais spoiler le flop de Greg. C'est un peu Non, ça, mais c'est du pas coup mon flop. voilà. Bon, mais très bien. Mais du coup, c'est le mien, donc je vais en parler rapidement. Donc voilà, j'embraye sur ce flop-là. Je trouve, enfin voilà, j'ai trouvé ça relativement pauvre. Ouais, son premier mi-temps, c'était pas si mal. Mais voilà, il y a trop d'errements défensifs. Je pense que Greg sera d'accord avec moi. Et voilà, donc je vais pas topper sur ambulance. Autre stat, Fabio Grosso est donc l'entraîneur, le seul entraîneur depuis Aimé Jacquet en 1976 à perdre ses deux premiers matchs de championnat avec l'OL. Voilà, donc assez triste. C'est grosso modo un flop. Grosso modo, flop. Exactement. Justement, vas-y David, à toi. C'est quoi ton flop de la semaine? Alors pareil, j'ai triché, j'en ai choisi deux. Donc le premier, c'est le PSG incapable de marquer à Clermont. Donc un match où ils ont joué 10 minutes en tout et pour tout, le PSG. Ils se sont créé 4 occasions en 10 minutes, mais pendant 80 minutes, ils ont pas joué. Je trouve ça un petit peu inquiétant quand même par rapport à la montée en puissance de la Ligue des Champions. Je trouve que ce PSG, quand tu lui mets de bus devant, il n'a pas encore du tout le niveau pour marquer des buts face à des défenses renforcées. J'avais une petite question par rapport à ça, donc parce qu'on va pas parler donc du PSG dans cette émission, c'est pas prévu qu'on parle du PSG dans cette émission, mais bon, enfin si, du coup dans nos top et nos flops on en parle, mais je veux dire dans les rubriques un peu plus longues entre guillemets. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a un effet entre guillemets comment dire de motivation, on a l'impression que ce PSG en fait se motive pour certains matchs? Ça c'est évident, mais bon, quand tu as un effectif pareil, tu dois quand même trouver une solution pour aller marquer un but à Clermont. D'ailleurs, en 10 minutes, ils se sont créés 4 occasions, donc ils auraient pu jouer 90 minutes comme ça et gagner ce match 3-0. Donc ouais, il y a un problème de motivation ou en tout cas de professionnalisme jusqu'au bout des ongles, de se donner également contre des petites équipes comme celle-là, évidemment. Et paradoxalement, c'est contre ces équipes-là que c'est le plus dur, parce que c'est une équipe qu'on sait d'avance qui va pas du tout se livrer dans le match, et donc faut vraiment marquer des buts plus difficiles, paradoxalement, que contre
contre des équipes joueuses. Qui s'ouvre, exactement. Et du coup, donc, ton deuxième flop, c'était par rapport Alors, à mon quoi? deuxième flop, ça n'a rien à voir, c'est que je voulais revenir une seconde sur la tentative de suicide du petit BKBK de Nice, qui est un fait divers qui nous a. Donc, je rappelle l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas suivi, c'était vendredi. Un jeune joueur de Nice qui s'appelle Alexis BKBK a fait une tentative de suicide. Il menaçait de se jeter d'un pont parce qu'il était déprimé, sa copine l'avait quitté, il était au fond du trou et il voyait tout en noir. Et donc les policiers sont intervenus et les gendarmes sont intervenus et ils ont été le chercher avant qu'il commette l'irréparable. Et donc je voulais juste, ça nous rappelle juste qu'en fait tous ces joueurs de foot qu'on est tous toujours prompts à critiquer, etc., sont avant tout des êtres humains et certains gamins ont des moments pas faciles dans leur jeune vie. Ils ont des vies pas évidentes, ils sont déracinés de leur cellule familiale, ils ont une grosse pression et certains craquent, n'ont pas le niveau mental pour s'en sortir. Ils vont pas tous être des super champions et voilà. Il faut peut-être du coup, nous, journalistes, se remettre en question parfois quand on a la dent extrêmement dure du matin au soir avec ces mecs-là qui sont sous une pression énorme. Je voulais juste, voilà. Ça m'avait fait un peu de peine d'apprendre cette histoire. Normal. Il a eu évidemment des banderoles de soutien à Nice et des messages un peu de soutien de la part du club, ça va sans dire. Mais voilà, une histoire un peu triste. Si je peux poursuivre, je trouve ça très intéressant comme cas et comme flop, parce que moi j'ai envie de tout simplement désigner la presse dans sa globalité comme un flop, parce que dans les règles éthiques du journalisme, il y a le respect de la vie privée. Et pour le coup, je ne sais pas quel est le journaliste ou l'organisme de presse qui a dévoilé le nom du joueur, mais je trouve que c'est un peu limite. Il me semble que c'était Nice matin, mais bon, bref. Je trouve que c'est un peu limite et que c'est la recherche à tout prix d'avoir une info et de la montrer avant tout le monde plutôt que de respecter la vie privée de quelqu'un qui va très mal en plus. Donc raison de plus pour peut-être garder l'identité du joueur sous silence. Moi, je pense que ça, c'est parfaitement impossible. La presse locale, sur place, son premier job, ça a été de trouver l'identité de la personne. Bah ouais, mais ça devrait pas l'être. Pour moi, c'est un peu comme, par exemple, quand il y a des soucis médicaux pour les joueurs, bah c'est censé être du secret défense, ce qui s'est passé à Lille très récemment. Et moi, j'avoue que j'étais un peu perturbé par ça. Je trouve que c'est un peu limite, entre guillemets. On peut relater les faits sans forcément donner l'identité du joueur. Et si lui veut s'exprimer ensuite, pourquoi pas. Bon, finalement, ça s'est bien terminé parce qu'il a eu beaucoup de messages de soutien, mais il y a eu aussi beaucoup de moqueries et il y a pas mal de monde quand même qui se sont foutus un peu de lui et de sa situation. Bon, bah en tout cas, ouais, voilà. Donc, vous avez deux visions, mais bref, les deux s'entendent. Est-ce que Greg, tu vas nous remonter un peu le moral malgré que ce soit encore un flop? Est-ce que tu vas nous redonner un peu le sourire malgré tout? Non, bah moi c'était juste, après on va en parler un petit peu lors de la Ligue des Champions, mais c'était juste Manchester City. Bon après je vais peut-être être dur avec eux, avec notre ami Pep Guardiola, mais 2 défaites de rang, c'est rare pour le signaler. Bon après forcément, hein, ils peuvent pas tout gagner, mais une défaite à Newcastle en coupe, donc éliminé, et puis bah, une défaite contre Wolverhampton. Bon ils ont dominé dans l'ensemble surtout le deuxième match, mais voilà ils ont manqué un petit peu de je sais pas d'énergie, j'en sais rien. On parlait du PSG, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec David, parce que je trouve que le PSG, c'est forcément normal que dans une saison, tu joues un peu moins bien, tu as moins d'occasions, tu es un peu moins limite en vie, c'est humain, c'est normal. Et City, à l'image de City, et souvent sur la Ligue des Champions, il ne faut pas oublier que, en tout cas sur la première journée, il y a eu pas mal d'équipes qui ont joué en Ligue des Champions qui sont loupés, donc faut pas oublier ça. Chaque année. Hein. Et je dirais aussi qu'à Clermont, même si Paris n'a pas fait un grand match, le gardien a quand même fait des grosses parades. Faut pas non plus enlever ce que fait Mourinho, il a été au haut niveau. Voilà. Mais moi, donc c'était plus Manchester City qui va, je pense, relever la tête contre Leipzig. J'avais un super match d'ailleurs mercredi, il me semble, en Ligue des Champions. Mais voilà, 2 défaites de suite pour Pep, c'est assez rare. Après, dans la première défaite de la semaine qui était en Coupe de la Ligue anglaise, en Carabao Cup, il avait mis vraiment l'équipe B. Et là, tu te rends compte quand même de la différence colossale de niveau entre l'équipe A et l'équipe B de City. Et c'est un peu quand même le paradoxe de ces grosses cylindrées qui ont des effectifs pléthoriques. Mais du coup, quand tu as un match où tu veux faire jouer les remplaçants, tu fais vraiment jouer beaucoup de remplaçants. Et là, du coup, il n'y a plus d'ossature du tout. Et quand il n'y a plus d'ossature,
Après, Cette équipe-là, elle a beau être après des joueurs brillants, ça marche pas, quoi. pardon, Manchester City, il leur manque aussi pas mal de joueurs en ce moment. De Bruyne est toujours blessé, Bernardo Silva est blessé aussi, il me semble. Rodri a pris un carton rouge contre. Mince, bref, il a pris un carton rouge au dernier match. Je complètement, voilà, après là, j'ai plus le club quand il c'était. Ouais, enfin bon, Voilà. Non, mais je veux vois dire. l'équipe bis dans l'équipe Comment? dans l'équipe bis de City qui est alignée en Carabao Cup, t'as quand même des Jack Grealish et Non, bien sûr. des Alvarez, quoi. Non, mais bien sûr, mais du coup, voilà, il leur manque, voilà, là, le milieu de terrain, c'était donc Matheus Nunes, donc l'ancien joueur de Wolverhampton, et Mateo Kovacic. Voilà, ça reste un milieu de terrain extraordinaire, mais et ils ont dominé, comme l'a très bien souligné Greg, ils ont dominé, mais voilà, les titulaires il y a pas mal de titulaires qui sont absents. C'est vrai que des équipes comme le PSG ou le City, on attendait qu'ils gagnent tous leurs matchs, quoi. Comme le grand Barça de l'époque Guardiola, on attend de ces équipes-là qu'elles trouvent des solutions à chaque fois. Et force est de constater que c'est pas le cas. On a le droit quand même d'être exigeant. Mais c'est compliqué parce qu'au final, aucune équipe est comme ça. Le Real, c'est pareil, ils ont perdu face à Atlético Madrid. En Ligue des Champions, c'était loin d'être fameux. Ils gagnent avec un but de Bellingham Real Madrid, c'est inespéré. Et c'est le début de saison. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas être trop Real dur Madrid, avec c'est eux. moins fort sur le papier que City et PSG. Hein. Surtout gagner, c'est impossible. Hein, franchement, L'effectif c'est est moins très, très copieux rare. cette année au Real Madrid qu'à City et à Paris, je trouve. On attend de ces énormes cylindres-là qu'à trouver des solutions à chaque fois. Quoi. À chaque fois, ok. Ouais. Raphaël, c'est quoi ton flop de la semaine? Bon, j'en ai deux petits aussi. Ok. J'ai le voisin de Manchester United où je trouve que plus qu'un seul match, ça commence vraiment à être inquiétant. C'est sûr. Crystal Palace, c'est pas la meilleure équipe de première ligue et ils n'ont pas montré grand-chose, encore une fois. Donc, plus que juste un résultat, c'est vraiment une dynamique et ce qui se passe à l'intérieur d'un club qui n'arrive jamais à rebondir. À chaque fois, on y croit et puis en fait, ça s'essouffle. Donc, assez triste pour un club aussi historique. Et puis après, j'ai envie de noter une équipe de Ligue 1 qu'on a beaucoup encensé la saison dernière et que je trouve un peu dans le dur aujourd'hui, c'est Lorient. Qui, à part une fessée à Lille, mais que Lille leur a donné, il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose et ils ont encore perdu ce week-end 3-0 contre Montpellier. C'était assez compliqué. On parlait beaucoup de Régis Lebris, notamment cet été où il était annoncé à Nice. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce vestiaire et je me demande bien ce qui peut se passer parce que là, ils sont proches quand même des relégables avec Lyon. Là, ça peut être une petite bataille sympa, mais très compliqué. Ils sont 16e, ce que j'ai entendu. Ils sont 16e, justement, dans le premier. Barragiste, quoi. Donc, ils ont qu'une victoire, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais, une victoire, 3 matchs nuls, 3 défaites. Donc, ils ont 6 points, si je me trompe. C'est ça, 6 points, du coup. 6 points. Mais ils restent devant Clermont et l'OL qui en ont que 2, qui en ont que 2 points. Mais... À voir sur la durée. Mais ouais, donc 16e, ok, très bien. C'était une belle rubrique comme la semaine dernière. C'était